Merci de nous suivre sur Fan Auvergne. Bonjour à tous. Éric de Cromière est notre invité dans le cadre de cette émission Parcours de vie. Éric de Cromière, soyez le bienvenu ici. Merci, bonjour. Sur cette émission, vous êtes le président de l'ASM Clermont-Auvergne. Vous avez cette fonction, vous l'exercez depuis 2013. Avant, vous avez effectué votre carrière professionnelle chez Michelin. Alors, comme progressivement, je dis alors parce qu'elle est riche, cette trajectoire. Patron des lignes Michelin Europe, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient. Plutôt, vous vous êtes occupé du recrutement des cadres de la manufacture. Vous êtes entré chez Michelin en 79 comme commercial et vous avez quitté l'entreprise en tant que directeur de la performance commerciale et, excusez du peu, membre du conseil d'administration. On va revenir un petit peu sur cette trajectoire. Revenez à vos premières amours, celles de commercial. Que faut-il, que fallait-il, que faudra-t-il aux commerciaux chez Michelin pour continuer à développer cette maison ? D'abord, mes premières amours, c'était pas le commerce. Mes premières amours, c'était... j'avais une ambition de travailler à l'étranger. Et j'ai donc entrepris un certain nombre de sélections d'entreprises qui avaient cette capacité de nous amener à l'étranger. La première à répondre a été Michelin. Et sa réponse a été, bon, monsieur de Cromière, c'est très bien, on vous sent capable de mener une carrière à l'étranger, mais il faut absolument que vous appreniez un métier. Et donc, on vous propose d'apprendre le métier de commercial en démarchant les garages, les transporteurs, etc. Donc, vous êtes allé vraiment au cœur des garages ? Basé à Rouen. Et j'allais de Chabreloche à Amplepuis et de Feur à Digoin, Parelmonial, Charolles. Donc, vous avez appris votre métier, le commerce, sur le terrain. Et ensuite, vous avez fait cette carrière. Comme je venais de faire HSC Finance, vous voyez, HSC Finance à commerçant Michelin au cul des vaches dans le Charolais, le gap a été important. Le lien entre les deux, parce que si vous m'amenez sur ce terrain... Il n'y a pas de lien véritable, le lien c'est l'homme. Le lien, c'est l'homme qui est capable de faire de la finance d'un côté et de l'autre d'aller parler à des garagistes au fin fond de la France. Et ça a été une période difficile. Pour quelle raison ? Beaucoup de remises en cause, parce qu'on n'est pas préparé. On parle d'école de commerce, il n'y a pas d'école de commerce. À la rigueur, vous démarrez fort là. Il y a à la rigueur des écoles de gestion, mais il n'y a pas d'école de commerce. Le commerce, ça ne s'apprend pas. Le commerce, ça se sent, ça se vit. Le commerce, il faut accumuler l'expérience des échanges humains pour être un bon commerçant. Un bon commerçant, c'est aussi un bon analyste. C'est quelqu'un qui sait à la fois analyser objectivement les besoins de son client, mais psychologiquement, comment travaille son client. J'ai souvenir, à travers l'expérience d'une autre interview avec le patron de Michelin actuellement, Jean-Dominique Sénard, qu'il m'avait répondu « Michelin ne vend pas des pneus, mais d'abord de la mobilité ». Comment fait-on passer ce message aux commerciaux alors qu'à un moment donné, le seul objet, entre guillemets, l'objet mythique de Michelin, c'est le pneu ? Oui, alors Jean-Dominique Sénard a parfaitement raison. Il donne à l'entreprise toute son ampleur. Mais encore une fois, quand vous êtes face à votre garagiste de Chabreloche, l'important c'est de lui vendre les pneus dont il a besoin pour les clients qui viendront dans son garage. On vous sent bien avoir les pieds sur terre. On descend un petit peu plus bas sur terre, mais bien entendu, à travers ça, on participe à travers ce garagiste à la facilitation de la mobilité autour de son garage. Éric de Cromière, lorsque vous regardez votre parcours professionnel ou que du journaliste comme moi aujourd'hui vous rappelle ce parcours et surtout cette montée en puissance, y a-t-il selon vous un fil conducteur à cette trajectoire ? Alors vous allez me répondre l'homme, mais pas forcément, il n'y a pas que l'homme. Il y a beaucoup de choses. Il y a un tempérament, il y a une volonté, il y a une écoute, une acceptation, une ouverture. La question vous gêne ou vous sent sur la réserve ? Non, il y a beaucoup de choses. L'ouverture. Vous savez, quand vous passez de responsable d'un secteur de vente à Rouen à la mission de monter une force de vente au Brésil où il n'y a rien et vous passez de Rouen à Sao Paulo, il faut de l'adaptation.
Voilà, ça se fait pas comme ça. Donc c'est tout ça, Donc là, c'est l'adaptation, l'ouverture, l'écoute, la volonté, le courage dans les petits actes de toute la journée. La vente, ce qui m'avait toujours frappé, c'est que on peut passer 2 jours, 3 jours de manière presque désertique, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens et des gens et des gens et vous ne produisez rien. Vous n'avez pas une commande. C'est un métier où il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de persévérance. Voilà. Alors après, pour moi, le fil conducteur de ma vie, tout ça, ça serait la chance. La chance que m'a donnée Michelin, de poste après poste, d'accumuler des expériences absolument passionnantes. Vous dites chance, certains diraient baraka. Vous croyez en cette étoile qui peut être au-dessus d'un individu et d'une personne? Je pense que la chance, ça se provoque d'ailleurs. Je ne considère pas que ce soit juste un hasard. Hein. Cette chance, c'est cette volonté, c'est ce qui récompense les gens qui ont une volonté de faire les choses bien. J'ai une caractéristique dans mon parcours, c'est que je ne me suis jamais demandé quel serait le poste que j'aurais après le poste que j'avais. Jamais, jamais, jamais. Transition parfaite, puisqu'en 2013... j'avais un certain nombre d'amis qui disaient « Ah là, tu crois que c'est la bonne voie pour faire ci, c'est ça. » T'en fous, voilà. Fais ton truc, aime ce que tu fais, puis tu seras récompensé. Deviens ce que tu es, disait François Michelin. Ce que tu es. En 2013, vous entrez dans un grand club sportif en y prenant de réelles responsabilités, justement à l'heure, sans vous faire offense, monsieur, à l'heure où d'autres pensent peut-être à tailler leur rosier. Qu'est-ce qui se fait que vous êtes dit, allez, j'en prends encore pour plusieurs années? Vous n'avez pas de rosier? Je dirais que ça m'embêterait de tailler mes rosiers. Oui, ça ne m'occuperait pas suffisamment. Alors d'abord, c'est pas 2013. Ah, je me trompe. Je suis membre du conseil d'administration depuis 2004. Donc c'est déjà 9 ans auparavant. Là, on parle de l'ASM. Hein, oui, je parle de l'ASM. On est bien d'accord. Oui. Avant d'être président, j'étais pendant 9 ans membre du conseil d'administration. Et le fait d'être membre du conseil d'administration vous amène quand même à mieux connaître les choses, etc. Le rugby est un sport qui m'a toujours passionné. Et j'ai pensé qu'en prenant ma retraite, enfin je ne suis pas le seul à le penser, puisque ça faisait 4 ou 5 ans, déjà du temps de Michel Rollier, puis Jean-Dominique Senard, et l'âge de René Fontes avançant, qu'il fallait trouver un remplaçant. Président. Mais quelque part, René Fontes a eu également d'énormes responsabilités en Afrique, les Michelin Afrique. Vous-même, vous avez les responsabilités que j'ai rappelées, qu'on vous connaît. Vous avez l'un et l'autre un certain âge au moment où vous prenez la présidence du club. Est-ce à signifier que pour tenir ce type de club, il faut avoir une vraie maturité intellectuelle, physique, une maturité liée à l'expérience? Oui, certainement. Mais enfin, je ne doute pas que certaines personnes à l'âge de 40-45 ans puissent aussi avoir ce type de maturité. Enfin, je veux dire, on s'améliore beaucoup entre 45 ans et 65, mais enfin, il ne faut peut-être pas exagérer. Les bases sont là de manière générale, je dirais à 40-45 ans. C'est une question de temps surtout. Les présidents jusqu'à présent de l'ASM Clermont-Auvergne sont bénévoles. Donc pour être bénévole, il faut avoir sécurisé ses arrières. À 45 ans, même si j'aurais pu peut-être être président du club à cette époque-là, je ne pouvais pas m'assurer ni une retraite, ni un salaire, etc. Bon, une fois que vous êtes à la retraite et que vous avez occupé des postes importants, donc une retraite raisonnable, vous pouvez vous lancer dans ce rôle. Je pense que malheureusement, c'est plutôt ça le critère. Alors, je voudrais revenir au rugby en vous posant la question de la manière suivante. Imaginons que Michelin possède, entre guillemets, ou soit actionnaire principal de 2 très grands clubs de sport. Il y en a un, c'est le rugby, et l'autre, c'est autre chose. Vous avez le choix. Est-ce que vous auriez forcément été vers le rugby? Oui, absolument, parce que c'est le sport que je connais. C'est le sport que j'ai pratiqué, et c'est un sport dont les valeurs, même si parfois, notamment le respect, peut montrer quelques défaillances chez certains, ça reste parce que la clé c'est quand même les joueurs, ça reste à travers l'esprit des joueurs un sport de très grande valeur. Regardez les joueurs qui si je puis dire, qui combattent férocement pendant le match et qui vont se saluer dans les vestiaires les uns les autres parce qu'ils se connaissent par ailleurs, parce qu'ils se sont croisés dans leur vie professionnelle, parce qu'ils se sont croisés en équipe de France, etc. C'est formidable. Vous, Éric de Cromer, vous êtes un président de club présent.
c'est comme ça que je vais le dire. Vous êtes présent sur les médias, vous êtes présent sur le terrain, vous êtes présent dans les gradins, vous êtes présent dans les vestiaires, vous êtes présent auprès des partenaires. Et pour autant, vous trouvez toujours à respecter le juste équilibre avec l'entraîneur, avec les managers, le manager en chef. Comment réussissez-vous justement ce juste équilibre ? Je ne sais pas si je respecte le juste équilibre. Il faut d'abord partir de ce qu'est un club. Un club, ce n'est pas une équipe. L'équipe, c'est l'industrie du club, c'est le moteur du club. Mais un club autour d'une équipe, ce sont des multitudes d'équipes à animer. L'équipe sportive, bien sûr. La première chose, c'est de respecter l'entraîneur. De ce point de vue-là, c'est pas compliqué. Il est beaucoup plus compétent que vous. Il passe 6 heures par jour avec ses joueurs quand vous en passez 2 heures par semaine, etc., etc. Donc, faut pas se tromper. Je sais que certains présidents parlent beaucoup du fait qu'il faut recruter tel joueur ou tel autre, etc. Moi, je m'appuie sur Franck Azema, en l'occurrence, que j'aime beaucoup et qui a apporté au sein de ce club et de cette équipe beaucoup d'humanité au-delà de ses compétences, et je lui fais totale confiance. Je pose des questions, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, vous êtes sûr que celui-là vaut ce prix, etc. Mais néanmoins, vous incarnez le club. Quand vous allez au cœur de la pelouse, je vous revois encore là, par rapport, il y a un match il y a 15 jours avec votre imperméable. Encore une fois, j'incarne le club, j'incarne pas l'équipe. Vous incarnez le club. Le club. Et le club, c'est toutes ces équipes autour de l'équipe. C'est ces merveilleuses équipes de supporters et de fans. C'est les 550 partenaires qui nous soutiennent et sans lesquels nous ne serions pas capables d'aligner cette équipe sur le champ. C'est toutes les collectivités locales qui, nous en avons la chance, sont très proches. Je préférais qu'elles aident un peu plus financièrement le club, mais elles sont très proches par le cœur du club, etc. Et c'est tout ça qu'il faut animer. C'est évidemment mes équipes administratives qui font un boulot. Un club, c'est petit, en dehors des joueurs, du sportif qui représente une 60aine de personnes, c'est 15 personnes. Pendant que nous 15 personnes, pour faire tourner tout ça, le terrain, le stade, voilà, c'est beaucoup. Et nous avons 500 personnes quand nous avons un match, 500 personnes externalisées qui s'occupent du bien-être des supporters, d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de la billetterie, d'un point de vue du placement. Donc c'est une grosse machine. Et de ce merveilleux stade dont on voit des images aériennes extraites du programme et de la collection Vue d'Auvergne, puisque vous m'avez gentiment permis aussi de tourner l'été dernier. On est en train, grâce à Georges Abicatar, de voir des images pendant que nous conversons. Où sont les similitudes entre la présidence d'un club comme l'ASM et le monde de l'entreprise que vous connaissez bien au niveau qui a été le vôtre? Est-ce qu'il y a des similitudes déjà pour commencer? Oui, les similitudes sont au niveau des métiers. On retrouve tous les métiers. La différence, je verrais 2 différences. La première, c'est que c'est une PME versus la grande entreprise et que la PME a une vitesse, a beaucoup moins d'inertie. Et donc une vitesse à laquelle il faut s'habituer, une vitesse gyroscopique, je dirais presque, à laquelle il faut s'habituer pour prendre des décisions, etc. Heureusement, dans ma vie professionnelle, j'étais habitué à prendre des décisions et c'est ce que j'aime faire. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas dirigé une grande entreprise, au même niveau que vous, ne pourrait pas diriger président d'un club? Je dirais que ce qui se passe dans la grande entreprise, vous avez quelquefois, on apprend ou on perd l'habitude de prendre des décisions. Parce que la décision, elle est beaucoup plus collective. Quand vous êtes à la tête de quelque chose comme ça, il faut que vous preniez une décision. Donc ce n'est pas forcément une grande entreprise qui est le meilleur préparateur à la prise de décision. Il faut des gens qui ont pu être dans des petites entreprises, il faut des décideurs. Il faut des décideurs et qui soient des décideurs rapides. Il faut des gens qui plongent dans la piscine très vite. Il ne faut pas se demander si la température est froide, est bonne, est chaude, etc. Il faut y aller. La deuxième caractéristique, c'est l'environnement. Quand vous êtes au cœur d'une grande entreprise, même quand vous êtes au comité exécutif comme je l'ai été, vous n'êtes pas exposé quotidiennement, je dirais, au monde extérieur de Michelin. Quand vous êtes à la tête de l'ASM, vous êtes exposé quotidiennement au monde extérieur de l'ASM, que ce soit, encore une fois, nos supporters, nos partenaires, les collectivités locales, la presse, qui évidemment joue un grand rôle autour de ce phénomène, si je puis dire. Et voilà, et c'est ça la deuxième caractéristique. Alors, décision et vitesse, il faut être dedans.
Et deuxième caractéristique, dans un cadre, dans un environnement extrêmement ouvert vers le monde extérieur. Et là, votre expérience chez Michelin a pu faire la différence. Je voudrais qu'on parle de Michelin encore quelques instants. Dans cette grande entreprise, en tout cas de l'extérieur, mais peut-être encore plus de l'intérieur, on sait que l'argent, si vous permettez l'expression, n'est qu'un moyen. Il y a de l'argent, 21 milliards, je crois, de chiffre d'affaires sur l'année 2015. Ce sont des sommes gigantesques. Néanmoins, Michelin s'est toujours comporté avec l'argent comme utilisant l'argent, oui, comme un moyen et non pas une finalité. Et pour autant, dans le sport de haut niveau, parfois, on sait que l'argent semble être le moteur. Alors, est-ce que justement, là, il n'y a pas une dichotomie ou quelque chose d'un peu compliqué à gérer parfois avec certains qui auraient des ambitions un peu plus vénales, on va dire? Écoutez, ça dépend où on place le moteur. Vous avez des joueurs qui ont l'argent comme moteur et qui n'ont que l'argent comme moteur. Ce n'est pas les joueurs que nous recherchons. Vous avez des présidents qui ont l'argent comme moteur parce qu'ils ont investi. Le cas particulier l'ASM n'est pas un cas particulier, mais un certain nombre de clubs sont organisés comme l'ASM, à savoir que le président n'est pas le propriétaire. Donc moi, mes intérêts financiers... Ils ne sont pas personnels. Ils ne sont pas personnels. Par contre, quand vous investissez vous-même 20, 30, 40 millions d'euros comme Mourad Boudjelal à Toulon ou Jackie Lorenzetti au Racing ou Mored Altrad à Montpellier, c'est normal que vous souhaitiez avoir un léger retour de ce que vous avez investi. Donc je pense que ça vient plus de la structure économique et juridique du club que de la volonté des personnes. Mais à Clermont, avec l'ASM, cette structure est une valeur plus forte peut-être ? D'abord, c'est une structure, comme dit structure, dit structurelle, c'est-à-dire ça ne se change pas comme ça. Et donc, il faut faire avec. Mais j'y vois personnellement, compte tenu de mon tempérament, etc., un certain nombre d'avantages. Voilà, j'ai pas... Et ça pourra durer dans le temps ? J'espère que ça pourra durer. J'espère que le club est solide. Il ne faudrait pas qu'il y ait 2 millions de déficit tous les ans. Donc l'obligation du président est d'amener systématiquement ce club à l'équilibre. Ça, c'est sûr. Et de faire en sorte que ce club ne mange pas de cash. Aujourd'hui, on a une situation qui est relativement favorable du fait que les droits de la Ligue qui nous sont reversés ont augmenté à cause, en amont, des droits de télévision qui ont augmenté. C'est pour ça que j'en profite pour faire beaucoup de travaux dans le club, pour essayer de prendre de l'avance sur d'autres de mes concurrents, en proposant à mes joueurs, à travers le centre d'entraînement de perfectionnement qui est le plus beau d'Europe, on peut le dire aujourd'hui. Vous êtes très fier de votre bébé, oui, non, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Puis ça va vraiment bien dans l'esprit du club. C'est-à-dire qu'on essaie d'être les meilleurs. On envoie des images là actuellement. En jouant, je dirais, carte sur table et en proposant le meilleur à nos joueurs. Et puis, même chose pour le stade. Même chose pour le stade, dont demain, dès l'automne, j'espère, une scénographie de très très grande qualité qui ne sera pas un musée statique représentant l'histoire de l'ASM, mais une immersion dans le monde vivant du rugby autour de l'ASM, mais aussi avec une projection sur l'international importante, puisque nous avons eu la chance à la fois de disputer des matchs internationaux, à la fois d'avoir beaucoup de joueurs internationaux et à la fois d'avoir beaucoup de joueurs au sein de l'ASM qui viennent du monde international et qui ont joué dans d'autres équipes internationales. Donc on va pouvoir proposer quelque chose, je crois, qui va être assez fantastique et en tout cas parfaitement unique en France. Deux dernières questions. On a beaucoup parlé de Michelin. Là encore, chez Michelin, la notion de carrière est très présente. Vos joueurs, ils sont forts, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont adulés. Et puis à un moment donné, quand arrive 31, 32, 33, c'est années d'existence, c'est compliqué pour eux. Il faut qu'ils passent à autre chose. Est-ce que vous les prenez, vous, à part, dans votre bureau, autour d'un café, en leur disant, voilà, maintenant, il faut que tu penses à ton avenir, et ton avenir, il est plus ici, mais on va t'aider. Voilà. Je ne les prends pas forcément dans mon bureau. Je peux les prendre dans mon bureau, tout dépend des relations que nous avons et puis de leurs souhaits. Mais de manière générale, nous proposons de manière structurelle des moyens, des possibilités, des rencontres pour qu'ils soient suffisamment attentifs à ce reclassement qui est pas toujours facile. D'abord d'un point de vue
professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel et psychologique. Alors, quand vous sortez de la lumière, et puis tout d'un coup, paf, vous revenez à des choses plus terre à terre, etc. Ça peut être des moments difficiles. La plupart, alors moi je voudrais rendre un hommage là, de ce point de vue-là, à la fois à mes joueurs et à leurs épouses, parce que beaucoup sont mariés. Et avec des épouses charmantes, des enfants. Donc ils ont, et c'est un autre aspect sympathique du rugby, ils ont un équilibre familial, si vous voulez, qui est intéressant et garant pour eux de chances de succès par la suite important. Et ma dernière question, Éric de Cromière, vous connaissez le nom de cette émission, Fan Auvergne. C'est quoi pour vous être fan de l'Auvergne ? C'est aimer l'Auvergne, donc c'est la connaître. C'est apprécié, même si c'est pas toujours la plus belle pierre, cette pierre de Volvic qui est à tous les coins, ce qui nous caractérise, c'est apprécier cette chaîne de volcans, c'est faire des balades etc. Et puis c'est apprécier à la fois le silence dans une certaine mesure, mais en même temps la capacité des Auvergnats à accueillir et à s'expatrier. Moi, je suis toujours admiratif de ce peuple auvergnat qu'on trouve partout à Paris, dans les bistrots, dans les machins, ça. Il faut être actif, faut être malin, faut pas avoir froid aux yeux. Hein. Je pense notamment à nos amis Cantalou. Mais voilà, c'est ça, c'est tout ça. C'est la culture, c'est la rencontre d'hommes et de territoires. Et je pourrais dire que j'aime beaucoup aussi la Bretagne. Voilà, mais je pense que c'est assez proche. Des terrains granitiques, un peu durs, mais qui forment des gens de caractère et de qualité. Éric de Cromière, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Fan Auvergne. Merci.